Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Première étape aujourd'hui, nous serons à New York. Mais le New York des années 70, vu par notre guide, risque de vous bousculer un peu. Nous marcherons sur les pas d'Édouard Limonov, cet écrivain soviétique qui se complaisait dans la marginalité. New York, avec lui, était loin d'être le cœur battant du rêve américain. Ce sera notre inspiration. La suite de notre voyage se fera à bicyclette et c'est à Hanoï que nous pédalerons frénétiquement. Au Vietnam, le vélo est partout. Il a même aidé le pays à gagner la bataille de Dien Bien Phu. Vous verrez que des années plus tard, il a encore bien des adeptes. Évidemment, nous ferons aussi du bien à nos papilles, comme chaque jour. Aujourd'hui, c'est au Brésil, à Manaus, que nous ferons notre marché. Au menu, du tambaqui que nous préparerons façon calderada. Ça sent bon et ça donne faim, cette bonne odeur. Un ragoût sain, copieux et délicieux. Enfin, à Dublin, vous découvrirez que des soldats qui avaient pourtant combattu contre les nazis ont été à leur retour traités de manière inattendue, puisqu'on les a considérés comme des traîtres à la patrie. Premier rendez-vous avant tout cela, c'est la dînette, et elle nous conduit aujourd'hui au Sénégal. À Saint-Louis, l'ancienne capitale du pays, le son du jazz résonne souvent derrière ses anciennes façades coloniales. C'est d'ailleurs depuis Saint-Louis que la fièvre du jazz a gagné tout le pays. Mais savez-vous comment cette musique a été introduite ici ? La réponse, vous l'aurez dans 44 minutes. Si on devait qualifier notre guide en musique, je suis pas sûre qu'on dise de lui qu'il était jazz, il était même carrément punk. L'écrivain Édouard Limonov a mis un coup de chalumeau sur les étoiles du drapeau américain, et c'est à New York qu'on va marcher sur ses pas, dans l'inspiration. Je vis à vos frais. Vous payez des impôts et moi je ne fous rien. Je pense que je suis un minable, un rebut de la société. Je n'ai ni amour-propre ni conscience. C'est pourquoi je n'ai jamais aucun remords. Je n'ai pas l'intention de me chercher du travail. Je veux bénéficier de votre argent jusqu'à la fin de mes jours. Je m'appelle Edichka. Edichka, c'est le double de papier d'Édouard Limonov, l'enfant terrible de la littérature russe, écrivain prolifique et figure politique ambiguë. Son roman le plus connu, C'est moi, Edichka, publié en France en 1980 sous le titre « Le poète russe préfère les grands nègres », raconte son émigration de l'URSS à New York dans les années 70 et l'envers du rêve américain entre désespoir, sexe et rage. Un fracassant manifeste contre la bien-pensance et l'Amérique de l'argent roi. Je pense que le moment révélateur est celui où il fait l'amour avec cet homme noir sans-abri dans une ruelle. Pas juste avec un Américain quelconque, avec un sans-abri noir. Ça nous parle d'un immigré qui s'engage dans une véritable relation avec son pays d'accueil. Il vient en Amérique et se fait baiser par l'Amérique. C'est un geste radical, à la fois sur le plan sexuel et sur le plan idéologique. Si vous passez entre 1h et 3h de l'après-midi par Madison Avenue, au croisement de la 55e rue, faites donc l'effort de lever les yeux vers les fenêtres sales de l'hôtel Winslow. C'est là, au 16e et dernier étage, sur l'un des 3 balcons de l'hôtel, que je me tiens, à moitié nu. En général, je mange de la soupe aux choux tout en profitant du soleil. La soupe aux choux aigre est ma nourriture habituelle. J'en mange casserole sur casserole, jour après jour, et je ne mange pratiquement rien d'autre. Ainsi commence le récit d'Edichka, qui défie depuis sa chambre d'hôtel miteuse l'Amérique et ses cols blancs qui s'affairent dans ce quartier de Manhattan. Limonov a 30 ans et soif de gloire. Il jouit déjà d'une certaine notoriété dans le milieu underground moscovite, ce qui lui a valu la vigilance du KGB et l'a contraint à émigrer. Mais à New York, il déchante rapidement. Ici, le poète russe n'est plus rien ni personne et sa femme adorée le quitte pour un Américain. Il hurle sa haine et sa solitude dans un monologue fielleux qui rappelle les classiques russes.
Limonov se comparait souvent au personnage de Dostoïevski dans des interviews qu'il donnait, en particulier lorsqu'il parlait de son émigration. « Je vis ici comme un héros de Dostoïevski, comme un étudiant fauché. » Et avec son livre, Limonov emprunte au roman Les carnets du sous-sol de Dostoïevski, où l'action a lieu dans les bas-fonds de Saint-Pétersbourg. Là vit en ermite un homme souterrain, totalement désabusé. L'homme souterrain est un symbole de la non-acceptation de la modernité. Chez Limonov, bien sûr, cette rébellion est beaucoup plus spécifique. C'est une rébellion contre le capitalisme, contre le New York capitaliste, l'Amérique, le Nouveau Monde. Edichka erre à travers Manhattan dans le vague espoir de faire une rencontre qui serait un point de départ vers une vie nouvelle. Enfant des quartiers prolétaires de la ville ukrainienne de Kharkiv, ayant grandi dans le milieu des petits délinquants, Limonov, presque instinctivement, est attiré par les marges. Souvent, je passe la journée dans Downtown. Je commence d'habitude par Washington Square. Je m'allonge près de la fenêtre. Je m'allonge et je me concentre philosophiquement sur ce qui m'entoure. Le plus souvent, je ferme les yeux et ne fais que sentir. Parfois, avec tous les autres, j'écoute le poète. C'est là que les gens se droguaient et vendaient de la drogue. Quand c'était encore illégal, chaque fois que je me promenais dans le parc, on m'interpellait en disant « à fumer » pour me proposer de la marijuana. Dans les années 70, New York était globalement très délabré. La ville était en faillite, tout était vraiment sale. Quand Limonov venait ici, je suis sûr qu'il voyait beaucoup de gens de la contre-culture. Il était attiré par tout ce qui semblait avant-gardiste, transgressif ou qui sortait de l'ordinaire. Parce que c'est ainsi qu'il voulait se voir. C'était quelqu'un qui était très soucieux de se créer une image. Son œuvre principale était Edichka, Limonov lui-même, et non ce qu'il écrivait. Il voulait se considérer comme une sorte de flâneur, comme un poète de la rue. Comme quelqu'un qui frayait non pas avec les gens ordinaires, mais avec les bas-fonds. Parlant un piètre anglais, le héros reste observateur de cette faune. Étranger, il l'est aussi au regard de ses anciens compatriotes, la communauté d'exilés russes de New York. Ce qui est incroyable chez lui, c'est que dans les années 70, alors que les émigrés soviétiques étaient si réactionnaires, beaucoup plus à droite que la plupart des Américains, lui, quand il est arrivé ici, il était avec les trotskistes. Il faisait ce qu'il y avait de plus radical dans la communauté des émigrés, à savoir parler de révolution communiste. Mais je pense aussi qu'il a perdu ses illusions romantiques de l'Amérique. La dernière ligne de ce livre est en fait une sorte de « fuck you l'Amérique ». Je vous emmerde tous. C'est une histoire d'amour-haine. Il veut si désespérément être aimé et personne ne l'aime assez. Il est donc constamment à la recherche de quelque chose qu'il ne trouve pas, ce qui est une expérience familière pour tout immigré en Amérique. Pour combler ce vide, le héros, en quête d'adrénaline, se lance dans toutes sortes d'aventures. L'épisode choc qui inspire le titre français du roman et fait l'effet d'une bombe, particulièrement auprès des lecteurs russes, a pour cadre le quartier malfamé de Hell's Kitchen et la sulfureuse 42e rue. La 42e rue, c'était les bas-fonds, le point chaud de New York et de toute l'Amérique. C'était en quelque sorte le symbole du péché. Il y avait des prostituées des deux côtés de la rue, de sexes différents, et aussi des salles de cinéma diffusant des contenus appropriés au quartier. Pour les émigrés, la découverte de ce quartier fut peut-être l'un des plus grands chocs et l'une des choses les plus impressionnantes.
en particulier pour les émigrés soviétiques. Tout ce qui a un rapport au corps et à la sexualité a toujours été tabou dans la culture soviétique. Et c'est ce qui fait du roman de Limonov un propos résolument nouveau dans la tradition littéraire russe. Ce n'est pas seulement l'une des descriptions les plus crues de ce qu'on appelle en anglais « one night stand », c'est-à-dire un coup d'un soir. Un coup d'un soir homosexuel. Bien sûr, c'est plus que ça. Cela semble évoquer le contact le plus intime, le plus étroit possible avec ce monde étranger. Se rapprocher davantage de ce monde, plus que le fait Edichka dans cet épisode, serait impossible. C'est une façon de trouver un langage commun qui n'est pas nécessairement verbal. Pour Edichka, ce langage s'avère être le sexe, l'amour corporel. D'une extrême crudité, l'écriture reflète en même temps le sentimentalisme exacerbé de l'auteur, pétri de contradictions. J'étais là, avec Chris, dans ce sable sale où nous nous étions rencontrés, dans un terrain vague de l'énorme grande ville, dans Babylone. Et nous étions étendus là, et il me caressait les cheveux. Enfant délaissé du monde. Personne n'avait besoin de moi. Cela faisait plus de 2 mois que personne ne m'avait touché, même de la main. Et voilà qu'il me caressait, qu'il me disait « Mon petit garçon, mon petit garçon ». J'ai failli pleurer, malgré mon éternel sens de l'humour. J'étais un être banni, chassé et fatigué. Et c'était de cela dont j'avais besoin, de la main caressante de quelqu'un. Les larmes montèrent et coulèrent. La quasi-totalité de l'action du roman se déroule à Manhattan, où le personnage d'Edichka semble enfermé dans ce labyrinthe hérissé de gratte-ciel. Mais un jour, 2 amis russes un peu moins fauchés lui offrent une virée à la plage à Brooklyn. Ils se baignent et jouent au volley-ball. Face à l'océan, Edichka, l'enragé, pour la première fois s'apaise. Vous savez, j'avais l'impression de retrouver mon enfance. La plage de Kharkiv, mes amis voyous qui étaient aussi des sportifs, noirs tant ils étaient bronzés, le ballon qui volait sans arrêt, de jeunes filles minces qui jouaient en général très mal, mais dont la présence stimulait les jeunes mâles. Mais le répit est de courte durée. L'océan grisâtre, le sable, les mouettes et les groupes de gens au loin sur le sable, tout cela était enveloppé de tristesse. Connaissez-vous cette tristesse qui fait que l'on se saisit d'une mitraillette et que l'on se met à tirer dans la foule? Je ne l'aurais pas fait, mais je sais que cela chasse ce genre de sentiment. Le personnage d'Edichka a toujours le sentiment d'être un junkie, vous savez, le genre de personne qui est ivre tout le temps, ou qui, sinon, a envie de boire. Il est très malheureux, il a perdu son amoureuse. Il est très pauvre. Il ne peut rien se permettre. Il s'agit donc d'une privation totale du monde dans lequel il vit, à la limite duquel il gravite. C'est une description brillante de la dépression et de l'anxiété que lui procure l'existence. Il y a donc beaucoup de colère, de rage et de ressentiment cachés là-dedans. Et alors, que faire d'autre que de s'emparer d'une arme, d'une Kalachnikov? Il y songe dans le livre à plusieurs reprises. Par exemple, lorsqu'il assiste à une réunion du Parti socialiste des travailleurs, un parti trotskiste, et que les intellectuels discutent de la manière d'améliorer les syndicats, de l'assurance maladie pour les ouvriers, ou de la question du logement. Tout cela lui semble tellement absurde, sans importance. Lui, il veut s'emparer de la mitraillette et faire une révolution mondiale. La mitraillette, l'écrivain la prend en 1992 en Bosnie, aux côtés du criminel de guerre Radovan Karadzic, qu'il admire,
Limonov tire sur Sarajevo, prise au piège par les Serbes. De retour en Russie, il fonde le Parti national bolchevique, quelque part entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Toujours avec la même obsession, faire de sa vie un roman et de lui-même un personnage inoubliable. À l'époque où Limonov débarque à New York, dans les années 70, on est encore en pleine guerre froide. Et la ville compte de nombreux abris anti-atomiques. Il en reste quelques-uns. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvinot. Des petits panneaux comme celui-là, il y en aurait plus de 200 000 dans les rues de New York. Signe qu'ici, si par malheur ça pète, vous devriez être en sécurité pour quelques jours. Installé à la demande de Kennedy quand le monde est passé à ça d'une guerre nucléaire lors de la crise des missiles à Cuba en 1963. À l'époque, les ingénieurs de l'armée avaient recensé plus de 17 000 lieux aux murs bien épais pour protéger les citoyens en cas de conflit atomique. Par exemple, les sous-sols de la Chase Manhattan Bank devaient permettre d'accueillir 15 000 personnes. Le 43e étage de l'hôtel Waldorf Astoria est devenu un entrepôt de stockage de fournitures. Même le pont de Brooklyn a servi. Plus de 40 ans après la crise, des ouvriers ont retrouvé par hasard un abri rempli de biscuits, de bouteilles d'eau, de médicaments et de PQ. Bah oui, souvenez-vous, pendant le confinement, le PQ a très rapidement manqué dans les supermarchés, à se demander si certains ne le stockaient pas dans leur congélo. Eh bien, à New York, pendant la guerre froide, on aurait eu des radiations, mais les fesses propres. Si bien qu'à la fin des années 70, alors que s'éloignait le spectre de la guerre nucléaire, la ville s'est retrouvée avec un bon paquet de PQ dont elle ne savait pas trop quoi faire. Elle a finalement revendu le lot en déstockage, un rouleau acheté, un rouleau offert, le tout expédié à Grenade, dans les Caraïbes. Avec la fin de la guerre froide, on les pensait tomber en désuétude. Mais les tensions entre Kim Jong-un et Donald Trump en 2017, pour savoir qui aurait la plus grande, puis la guerre en Ukraine ont relancé l'industrie, non pas du PQ, mais des abris. Même Mark Zuckerberg a fait construire le sien, 464 mètres carrés, autosuffisant en énergie, en eau et en nourriture, le tout pour 250 millions d'euros. On espère qu'à ce prix-là, le papier toilette est fourni. Pour la suite du voyage, on vous emmène au Vietnam, à Hanoï. Alors, c'est une capitale assez bruyante. Il y a environ 8 millions d'habitants dans cette ville et à peu près 5 millions de motos. Eh bien, au milieu de ces deux roues, nous, on vous conseille plutôt d'emprunter le vélo, un héritage auquel le pays doit énormément. C'est une musique discrète, noyée dans le concert des klaxons et des moteurs pétaradants. À Hanoï, dans le chaos de la capitale vietnamienne, les cyclistes et les vendeurs ambulants font figure de résistants. Ce vélo, je l'ai depuis 25 ans. J'y suis attachée, c'est mon outil de travail, mon gagne-pain. Il me permet de subvenir à mes besoins. C'est grâce à lui que je peux vivre. Je ne pourrais pas faire autrement. Autrefois, les chemins de campagne ou le bitume des routes du Vietnam étaient inondés chaque jour par des milliers de vélos. Introduite par les Français à la fin du 19e siècle, la bicyclette, d'abord réservée à une élite, devient au cours de la guerre d'Indochine l'outil de résistance des Vietnamiens contre l'occupant français. Encouragé par le pouvoir communiste, le Vietnam en produit à partir du milieu du XXe siècle, au point de faire du vélo le moyen de transport de tout un peuple. C'est dans l'ancien quartier français d'Hanoï, tout près du lac Hoan Kiem, que les premiers vélos font leur apparition au Vietnam. Ce territoire, le plus riche et le plus peuplé de l'empire colonial français, est placé depuis 1883 sous le régime du protectorat. Avant 1900 au Vietnam, la majorité des gens marchaient beaucoup. Ils se déplaçaient aussi à dos d'animaux, comme le buffle, le bœuf, le cheval, ou avec des charrettes à traction animale.
C'étaient les moyens de transport de l'époque. On pouvait aussi circuler par voie d'eau ou par voie terrestre, en chaise palanquin. À cette époque, seuls les gens de pouvoir ou les plus fortunés se déplaçaient à cheval. C'était quelque chose d'extraordinaire. En 1896, le roi Tantay a demandé à une usine française de lui fabriquer son propre vélo. D'après les documents historiques, il semble que son Altesse royale Tantay ait été le premier à introduire le vélo dans le pays. Il aurait aussi été le premier Vietnamien à en posséder un et à l'utiliser. Seuls quelques Vietnamiens se mettent alors dans la roue du souverain, une petite aristocratie pressée de copier les colons français. Plus qu'un simple objet de luxe, la bicyclette devient un signe extérieur de richesse et de distinction sociale. À cette époque, la marque d'un vélo révélait le statut social et la richesse de son propriétaire. Un simple coup d'œil permettait de deviner sa position dans la société. Nos parents nous ont raconté qu'à leur époque, les vélos étaient rares. Le mot même de bicyclette paraissait étrange. Et en voir ou en entendre parler était un événement exceptionnel. Avec l'arrivée des premières voitures au début du XXe siècle, bien plus chères, puissantes et modernes, l'élite se détourne des deux roues. Le vélo, plus abordable, s'impose comme l'allié du peuple. Il avale les chemins cabossés, se faufile sur les routes étroites et brave sans broncher la mousson, aussi bien en ville qu'à la campagne. Des atouts qui se retournent bientôt contre l'occupant français. Dans le nord du pays, la plaine de Ta Noa fut le théâtre d'une résistance discrète mais implacable. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le leader communiste Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. C'est le début de la guerre d'Indochine qui voit pendant 8 ans les troupes françaises affronter les soldats du Viet Minh. À l'arrière de la ligne de front, les vélos, autrefois importés par les colons, changent de fonction. Ils deviennent, aux mains des Vietnamiens, une arme redoutable. Ta Noa était une base arrière importante pour le pays. La ville a fourni des hommes, du matériel pour résister aux Français et aux Américains, mais particulièrement contre les Français. Ici, nous sommes dans une plaine suffisamment grande qui peut produire beaucoup de vivres pour les combattants sur le front. Juchés sur leurs chevaux d'acier, les soldats vietnamiens tirent profit de cette campagne foisonnante, idéale pour se camoufler. Ils attaquaient généralement de petits groupes de soldats de l'armée ennemie avec le soutien des milices et des guérilleros locaux pour détruire les avant-postes français. C'est pourquoi les petits chemins comme celui-ci ont joué un rôle vital. Sur les grandes routes, les Français utilisaient des armes lourdes, comme les tanks ou les véhicules tout-terrain, mais sur ces chemins, impossible pour eux de déployer rapidement les troupes. Ils étaient obligés d'avancer au même rythme que nous, et ils ne pouvaient pas lancer de raids. Renforcé par des barres de bambou, le vélo transporte plus de 200 kilos de vivres, de médicaments et d'autres fournitures essentielles au combat. Lors de la bataille de Dien Bien Phu en 1954, 21 000 bicyclettes sont mobilisées pour ravitailler le front. Une armée de 2 roues qui fait vaciller la France. Dien Bien Phu est une cuvette. Autour, c'est la jungle, des collines ainsi que des montagnes. Pour transporter le matériel jusque là-bas, c'était très difficile. Il fallait emprunter des petits sentiers caillouteux et traverser des rivières.
C'est là que le vélo se révélait très utile pour le transport sur tout type de terrain, y compris les plus accidentés. Les bicyclettes avaient l'avantage de pouvoir changer rapidement de chemin, même sur les routes détruites. Elles pouvaient contourner les obstacles et trouver de nouveaux itinéraires pour continuer leur mission de transport et rejoindre les lignes de front. Leur contribution a été considérable. Les Français, vaincus par l'armée vietnamienne à Dien Bien Phu, quittent le pays en 1954. Les accords de Genève mettant fin au conflit prévoient la partition du territoire. Dans le nord, les communistes de l'armée populaire vietnamienne, soutenus par le bloc de l'Est et la Chine. Dans le sud, la République, appuyée par les États-Unis et leurs alliés. Dans cette nouvelle guerre qui s'engage, le vélo continue de jouer un rôle clé. Jusqu'ici produit par les Français, le gouvernement du Nord-Vietnam investit en banlieue d'Hanoï un ancien site de production pour y établir la première usine nationale de vélos vietnamiens, l'entreprise Tong Nhat. Nguyen Son Uong y est embauché en 1960. Je vous présente les deux produits de la marque Tong Nhat. Quand l'usine a démarré, on a choisi ces deux modèles comme des produits phares. Et ils ont perduré depuis 1960 jusqu'à 1990. Pendant 30 ans, il n'y a eu que ces deux modèles. En réalité, la production de vélos n'arrivait pas à répondre à la demande du marché. Chaque année, environ 30 à 40 000 de roues sortaient de l'usine, mais il aurait fallu en produire bien plus. Parce que la population était essentiellement piétonne. Pour révolutionner les déplacements, il fallait un vélo. Et pour fabriquer des vélos, il fallait beaucoup de métaux. Engagé depuis 1955 dans une guerre contre le Sud-Vietnam soutenue par les Américains, le gouvernement communiste du Nord peine à maintenir une production industrielle à la hauteur des besoins. En 1970, l'usine Tong Nhat produit 70 000 vélos dans un pays de 20 millions d'habitants. Il a fallu répartir les vélos. En entreprise, la répartition se faisait entre les plus méritants. Dans chaque unité de production, les employés qui contribuaient le plus à l'entreprise étaient tirés au sort. Tout le monde connaissait les vélos Tong Nhat. Dans le nord, dans le centre, dans le sud, tout le monde nous connaissait. Le vélo tenait une place si importante au sein des familles que lorsqu'on racontait que l'on faisait partie des ouvriers de Tong Nhat, les gens nous admiraient et nous respectaient. Pour acquérir un vélo Tong Nhat, les travailleurs doivent réunir une demi-année de salaire. Un sacrifice énorme pour la plupart des Vietnamiens. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans cette usine à partir de 1960. Et ce n'est qu'en 1969 que j'ai pu m'acheter un vélo. Le vélo était un tel trésor aux yeux des familles vietnamiennes qu'elles s'efforçaient de l'entretenir pour qu'il fonctionne correctement. Toutes les semaines, il était nettoyé, on remettait de l'huile, on le maintenait en excellent état. En fait, il était l'objet de toutes nos attentions, comme un trésor de famille. Tout le monde était aux petits soins. Pendant de nombreuses années, les seuls vélos disponibles en grande quantité au Vietnam demeurent ceux produits autrefois par les Français. Les deux roues Tong Nhat, eux, ne composent qu'une modeste part de la flotte vietnamienne. En 1975, le pays est définitivement réunifié et s'ouvre une décennie plus tard à l'économie de marché. Une décision qui oblige le vélo à partager la chaussée avec voitures et motos importées de l'étranger. Mais depuis quelques années, la résistance s'organise. Dans un pays dont la capitale fait partie des villes les plus polluées au monde, quelques Vietnamiens tentent de redonner au coup de pédale la place qu'il mérite. Pour notre groupe de cyclistes et pour moi-même, ce n'est pas un sacrifice. Nous nous sentons transportés. C'est tellement agréable. Nous profitons à fond.
Nous faisons du vélo par passion, pour le plaisir de pédaler. Nous préférons être à vélo qu'en scooter ou au volant d'une voiture. De plus, nous avons le sentiment de faire quelque chose de bien pour la planète. Vous voyez, en pédalant, nous contribuons à un monde meilleur. Alors que le gouvernement vietnamien mise depuis peu sur les véhicules électriques, Pham Thanh Diao et son club cycliste se souviennent de l'histoire de leur pays. Ils œuvrent pour le retour du vélo dans les rues d'Hanoï. J'espère sincèrement que cela arrivera. Je suis confiant car depuis que j'ai commencé le cyclisme, j'ai déjà converti pas mal de gens qui ont modifié leur mode de vie. Au lieu de prendre leur scooter ou leur voiture, ils essayent le vélo pour voir si ce que je dis est vrai, qu'il maintient en forme et que c'est un gage de jeunesse. Comme je ne fais pas mon âge, personne ne peut deviner que j'ai presque 60 ans. Papilles maintenant. Aujourd'hui, on part cuisiner à Manaus avec André, grand fan de poisson André. Et vous allez voir que la caldeirada, ce classique de la cuisine portugaise, est devenu aussi, avec la colonisation, un classique de la gastronomie en Amazonie. Bonjour, bienvenue dans l'état d'Amazonas. Je m'appelle André et on est ici à Manaus. On va aller au marché couvert de mon quartier. Notre recette du jour, c'est une caldeirada de tambaqui. Et on va acheter tous les ingrédients ici pour faire cette recette bien de chez nous. L'intérêt de ces halles, c'est le petit déjeuner. C'est vraiment une tradition de venir le prendre ici. Bonjour l'ami, je voudrais du tambaqui pour faire une caldeirada. Celui-là est très beau. Sa chair est bien blanche. Il est en train d'enlever toutes les arêtes d'un coup. Et on va les récupérer pour faire le bouillon de notre recette. Là, c'est le morceau de poisson avec toutes les arêtes. Le tambaqui, c'est le poisson traditionnel pour la caldeirada. C'est le plus adapté car il pèse 15 à 20 kilos. Il est bien charnu. Moi, j'adore vivre près du fleuve parce que je suis passionné par la pêche. J'ai un petit bateau et le week-end, je vais de plage en plage pour pêcher. On a acheté tous les ingrédients pour notre caldeirada et on va pouvoir cuisiner le meilleur de l'Amazonie. Pour commencer, j'épluche les pommes de terre et je les cuis avec les œufs. Maintenant, je vais réaliser le bouillon avec toutes les parties du poisson qui ont du cartilage. Les arêtes, la tête, ça va donner du goût. Je les fais revenir dans l'huile avec de l'ail, du sel et du poivre noir. Là, j'ajoute des tomates concassées pour donner de la saveur. La partie essentielle de la recette, c'est le bouillon que je suis en train de faire. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir du poisson très frais. Ma mère était cuisinière et c'était un vrai cordon bleu, comme on dit dans notre région. Donc moi, j'adore faire la cuisine à la maison. C'est moi qui cuisine pour toute la famille, pour mon épouse et ma fille de 8 ans. Et ce que je préfère, c'est la gastronomie amazonienne. On a la plus grande diversité de poissons d'eau douce au monde. Et comme le niveau du fleuve varie de plusieurs mètres selon la saison, on a des poissons différents toute l'année. L'idée, c'est que la chair soit bien cuite pour qu'elle se décolle bien des arêtes. Le secret d'un bon ragoût de poisson, c'est de mettre la tête.
Fais un bisou à papa. J'ajoute les filets de poisson. Regarde la belle caldeirada. Ça sent bon. Et ça donne faim, cette bonne odeur. Et maintenant, je vais recouvrir nos légumes de bouillon. Parce que la caldeirada doit être bien liquide. C'est comme une soupe de poisson. Tu peux amener la carafe, s'il te plaît? Merci, ma chérie. Et voici notre belle caldeirada. Tu sers ton papa? Merci. Et ta maman? C'est très bon. C'est un repas vraiment sain. Pour l'accompagner, on a de la farine de manioc, des pommes de terre. Donc, c'est bien équilibré et c'est très copieux. Ici, on a vraiment la culture de la caldeirada, du poisson en ragoût. Et c'est très apprécié. Surtout avec le tambaki, c'est un poisson délicieux. Tous les repas qu'il nous prépare, à midi comme le soir, sont vraiment bons. Tout ce qui est fait avec amour, ça a toujours du goût. Bon, il y a un peu moins d'amour dans l'histoire que je vais vous raconter à Dublin. L'Irlande s'est même sacrément mal comportée avec certains combattants de la Seconde Guerre mondiale. Regardez, c'est l'histoire inattendue. En Irlande, certains triomphes ont longtemps été difficiles à célébrer. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les combattants du nazisme n'ont pas été traités en héros à leur retour, mais en traîtres. En 1939, moins de 20 ans après une indépendance arrachée de haute lutte, les relations entre Dublin et Londres demeurent délicates. Alors qu'un nouveau conflit mondial éclate, l'Irlande, effrayée par l'idée d'un retour de la domination britannique, décide de faire cavalier seule, comme nous le raconte l'ancien militaire Peter Mulvaney. L'Irlande s'est déclarée neutre dès septembre 1939. À ce moment-là, elle avait déjà prévenu les Britanniques de ce choix. Mais c'était une neutralité souple, qui favorisait les Alliés, tout en protégeant, autant que possible, l'intégrité de l'Irlande. Certains Irlandais ne voient pas la situation du même œil. Refusant la passivité face aux offensives allemandes en Europe, près de 80 000 d'entre eux font le choix de s'engager dans le conflit. Défiant la position nationale décidée par le Premier ministre, Eamon de Valera, ils rejoignent les rangs d'armées étrangères, principalement britanniques, n'hésitant pas à enfiler l'uniforme de l'ancienne puissance coloniale. Parmi ces volontaires, près de 5000 hommes sont des militaires de l'armée irlandaise. Des départs qui ne sont pas du goût des autorités. Les gouvernements irlandais comme britanniques savaient que des soldats irlandais partaient se battre aux côtés des Alliés. Mais en 1940, De Valera déclare l'état d'urgence et interdit officiellement à quiconque de quitter les forces de défense irlandaises parce que le pays craint alors d'être envahi par la Grande-Bretagne. Car pour l'Irlande, si ennemi il y a, il est britannique et non allemand. Les militaires qui ont enfreint la neutralité sont désormais des déserteurs, malgré leurs exploits. À l'été 1945, après la capitulation de l'Allemagne, les vétérans démobilisés retournent au pays. Mais en Irlande, ni hommage, ni distinction ne les attendent, car les autorités leur réservent un accueil sur mesure. À leur retour, ils ont été traités comme des parias. Il y avait une liste secrète, qui était distribuée afin que les personnes inscrites dessus ne puissent plus travailler pour l'État ou obtenir une quelconque assistance. Ça leur était désormais interdit. Ils étaient perçus comme des traîtres.
Cette liste noire, surnommée la Starvation Order ou décret de famine, devient synonyme d'exclusion et de pauvreté. Partout scrutés et fichés, les déserteurs cachent leurs médailles, taisent leurs faits de gloire et tentent de se faire oublier. Paddy Reed se souvient du retour de son père, parti se battre sous la bannière britannique contre les Japonais dans la jungle birmane. Quand mon père est rentré de la guerre en 1946, il a payé le prix fort pour s'être engagé. Il n'avait plus de travail, plus de statut, plus droit aux soins médicaux, plus de logement. Sa pension militaire lui a été retirée par le gouvernement irlandais. Il n'a rien touché. Et l'armée britannique devait le payer pour ces années de guerre. Rien. De 1946 à 1961, il n'a pas pu exercer de véritable emploi. Ses parents ne voulaient même plus le voir. Il était un traître. L'opprobre s'étend à toute la famille. C'était très difficile d'être le fils d'un déserteur. Dans la cour de l'école, les autres enfants s'en prenaient à moi. Et le prêtre, le mercredi des cendres, au moment de mettre les cendres sur mon front, il avait inscrit SS pour Seydour Sassenach, ce qui signifiait soldat anglais en irlandais. J'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait, parce que si j'avais commencé à pleurer, je n'aurais jamais pu m'arrêter. Ce n'est qu'au tournant des années 2010, après des décennies de peur et d'humiliation, que l'Irlande semble enfin changer de regard. Sous l'impulsion de Peter Mulvaney, un mouvement en faveur d'une réhabilitation des déserteurs voit le jour. Il accuse le gouvernement de l'époque d'un abus de pouvoir. Tout cela n'avait pas eu lieu devant une cour martiale au cours d'un procès militaire, mais à travers une décision de l'État pour renvoyer de l'armée ceux qui étaient considérés comme des déserteurs. De Valera avait détourné cette prérogative des tribunaux militaires, et pour moi, c'était intolérable. Par cette prise de décision, il avait renvoyé de l'armée des hommes qui avaient combattu lors du débarquement en Normandie, et même d'autres qui avaient perdu la vie durant ces années de guerre. Rapidement, le projet obtient un vaste réseau de soutien, dont un inattendu. À ce moment-là, la plupart des gens comprenaient l'importance du pardon et soutenaient la campagne. Mais la plus grande contribution, je pense, a été celle de la reine Élisabeth II lors de sa visite ici, dans ce mémorial. En mai 2011, elle est la première souveraine britannique à se rendre en Irlande depuis l'indépendance du pays en 1922. Pour la première fois, les soldats irlandais des deux guerres mondiales sont célébrés. Et en quelques mois, la mobilisation populaire fait pencher la balance. En 2012, le gouvernement irlandais présente officiellement ses excuses pour le traitement réservé à ses soldats aux vétérans qui se sont battus aux côtés des Alliés contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Une loi d'amnistie est finalement votée l'année suivante. Elle concerne plus de 6000 anciens combattants, mais rares sont ceux à pouvoir entendre ce pardon. J'ai ressenti une forme de soulagement que tout cela se soit terminé de mon vivant. Mais c'est arrivé trop tard pour beaucoup. C'est arrivé trop tard pour mon père. Il était déjà mort. Il n'est pas tout à fait l'heure de nous séparer. Avez-vous trouvé la réponse à la devinette du jour? Comment le jazz est-il arrivé à Saint-Louis, au Sénégal? Eh bien, c'est grâce aux tirailleurs sénégalais et aux soldats noirs américains envoyés par la France dans les colonies. Après la Première Guerre mondiale, la France propose à quelques soldats noirs d'aller travailler dans ces colonies. Dans les années 20, ces hommes emportent sur les mers une musique née au tournant du XXe siècle aux États-Unis, le jazz. Saint-Louis était alors une ville moderne et cosmopolite. Elle ne pouvait qu'être réceptive à cette musique qui prône la mixité et la liberté. Le jazz n'a d'ailleurs pas lâché le cœur des Sénégalais par la suite, puisque bien plus tard, sous l'impulsion de Léopold Sédar Senghor, des sonorités africaines s'y mêleront pour donner l'afro-jazz, mais tout aura donc commencé à Saint-Louis grâce à des soldats de la Première Guerre mondiale. Et chaque année d'ailleurs se tient là-bas un événement majeur pour les fans du genre, puisque c'est le Festival international du jazz de Saint-Louis. Je dis peace palt.